Le saviez-vous? Le saviez-vous? La soule, aussi appelée la choule, était un jeu de balle pratiqué au Moyen-Âge qui pouvait faire s'affronter plusieurs centaines d'individus entre eux et qui était parfois la cause de morts accidentelles. Enfin supposées accidentelles. En effet, ce jeu apparu vers le XIe siècle, vraisemblablement dans les régions normandes, se pratiquait en fait entre deux groupes d'hommes qui se différenciaient toujours par des statuts sociaux ou géographiques différents. Par exemple, des hommes mariés contre des célibataires ou des hommes de deux villages différents entre eux. Ces deux équipes, enfin groupes donc, devaient en fait ramener la balle, qu'on appelait le choulet, dans un point préétabli à l'avance. Celui-ci pouvait d'ailleurs être parfois rempli d'argent que les gagnants se partageaient. Mais ce jeu, qui se pratiquait seulement quelques fois par an, généralement à l'occasion des fêtes religieuses de l'époque, donnait en réalité surtout l'occasion à certains de ces 10 participants de régler leur compte entre eux, puisqu'en fait le jeu ne possédait en réalité aucune règle précise concernant les coups, si ce n'est, je cite, respecter son adversaire. Un respect pas vraiment toujours appliqué, dans des parties qui pouvaient parfois atteindre les 800 participants sur des dizaines de kilomètres de terrain, le tout pour une durée s'élevant parfois à plusieurs jours. Voilà, je vous laisse imaginer l'anarchie pour récupérer la seule et unique balle. Les règlements de compte se finissaient donc ainsi la plupart du temps devant les tribunaux de l'époque, où les blessés d'après-match continuaient d'y régler leur compte entre eux. Une agitation causée qui fit donc interdire le jeu à plusieurs reprises, mais chose qui n'empêcha malgré tout pas son succès, puisque le jeu continuait en secret à être toujours joué, ce malgré des menaces très importantes pour l'époque, comme par exemple l'excommunication. Il faudra finalement attendre la Révolution française pour voir la pratique se réduire peu à peu et finalement s'éteindre. Mais quelques siècles en arrière, à son apogée au XVe siècle, celui-ci avait donné naissance à un autre jeu, un jeu ancêtre de notre football actuel, le Calcio florentin. Et oui, le saviez-vous? Le Calcio florentin est un jeu issu et dérivé de la soule importé en Italie, et plus précisément à Florence. Le Calcio florentin, calcio voulant dire football au passage, était donc un jeu à la base pratiqué au coin des rues de Florence, mais qui, contrairement à la soule, se dota de règles avant de devenir un jeu organisé à part entière. Principalement joué par des nobles, répartis dans deux équipes de 27 joueurs, le but de celui-ci consistait en fait à infliger le plus de points possible face à l'adversaire. Le tout dans des parties d'environ une cinquantaine de minutes sur un terrain préétabli sablonneux. Enfin plein de sable. Principalement portée par la famille des Médicis, qui participait elle-même à certains matchs, les parties pratiquées lors d'événements spéciaux tels que les carnavals ou les mariages, des Médicis justement, étaient extrêmement populaires pour l'époque. Une partie rapportée faisant même la mention d'au moins 40 000 spectateurs présents. Au contraire de la soule donc, le Calcio florentin possédait ici tout de même quelques règles. On pouvait certes toujours massacrer son adversaire sans scrupule, mais ce uniquement en 1 contre 1, et non en l'attaquant dans le dos. Des arbitres veillaient d'ailleurs au bon déroulement de ces règles, ainsi qu'aux sorties de balles. Mais malgré ces quelques règles, les parties d'une violence non comparable avec nos sports actuels se finissaient souvent par des blessés graves, voire mortels, ainsi que de temps à autre des petits assassinats sur les bords du terrain. Mais non, mais c'est pas ma faute, mais monsieur l'arbitre, Madax s'est enfoncé tout seul dans son ventre. Bref, tombé lui aussi peu à peu dans l'oubli, il fit place par la suite à d'autres sports inspirés directement ou indirectement par lui, comme par exemple le rugby ou encore le football, ou devrais-je dire le football. Il s'éteignit finalement vers la fin du XVIIIe siècle, pour réapparaître en 1930 grâce à un merveilleux fasciste italien. L'histoire est tellement remplie de bonnes surprises. Aujourd'hui pratiqué tous les ans, un tournoi est même organisé avec des matchs filmés. Les 54 participants sont vêtus d'un semblant de costume médiéval et jouent le jeu avec les mêmes règles de l'époque. Et au vu du foutoir, on comprend mieux pourquoi l'on considère encore de nos jours ce jeu comme le sport collectif le plus violent du monde. Je veux dire, sérieusement, vous comprenez quelque chose? Parce que moi je sais même pas où est la balle! La plupart des participants finissent d'ailleurs souvent en sang, suivis d'un sympathique séjour à l'hôpital. Ah, ils font dans l'authentique, hein. En 2006, un tournoi a d'ailleurs dû être annulé de par son extrême violence. Et je précise que ce tournoi a dû être annulé après seulement un seul et unique match joué.
qui veut faire un tennis. Le saviez-vous? Les nazis recherchaient l'Atlantide. Et non, ce n'est pas une histoire tirée d'un mauvais scénario de science-fiction de série B. En effet, l'Anherbe, désolé pour la prononciation, était une branche d'études dites scientifiques dirigée par Himmler, qui avait en fait pour but la recherche de lieux et objets mythiques pouvant prouver la supériorité de la race aryenne. Et c'est parmi ces lieux que figurait l'Atlantide, considérée par Himmler comme le berceau de la race aryenne. Et oui, la découverte de cette cité légendaire, réputée pour son avancement technologique par rapport aux autres cités de l'Antiquité, aurait pu ainsi prouver pour lui la supériorité intellectuelle et historique aryenne. Ses recherches, ainsi que d'autres, inspireront après la guerre bon nombre d'ouvrages et de romans. Ouvrages dont s'inspirera une certaine série que vous connaissez tous, et oui, puisqu'il s'agit d'Indiana Jones. Le saviez-vous? Le clavier le plus grand du monde contient 22 528 touches. Ça ne sert absolument à rien, ça a coûté la vie à plus de 200 claviers, et c'est entreposé dans un musée de Philadelphie. Prends ça dans la tronche, clavier chinois! Amateur, va! Le saviez-vous? Oui, le saviez-vous? En janvier 897, le pape Étienne VI, nouvellement élu, réunit un concile pour juger son prédécesseur, le pape Formos. Le procès se déroula en la présence de l'accusé, sauf que celui-ci était en fait mort depuis déjà 9 mois. Déterré et mis sur le banc des accusés pour l'occasion, il fut finalement jugé indigne du pontificat et condamné à mort. Son corps fut finalement jeté dans le Tibre avant d'être récupéré par des pêcheurs par la suite et re-enterré. Le saviez-vous? Certains morceaux de piano ne sont pas composés pour être joués par des humains, mais par des machines. Mon dieu, la révolution est proche. L'un des premiers exemples est la pièce Circus Gallo, composée au début des années 90 par un certain Marc-André Hamelin. Une pièce réalisée pour être jouée uniquement sur un piano mécanique, certains accords faisant en fait intervenir 21 notes simultanément. Mais cette œuvre est aujourd'hui dépassée par bon nombre d'autres qui ont pris le relais, notamment via ce qu'on appelle le mouvement Black Midi, et non Black Mesa ou Black Panther, où les compositions réalisées via ordinateur et uniquement jouables sur ordinateur pour certaines font intervenir plusieurs millions de notes, ce en à peine quelques minutes. Mais bon, là c'est quand même un autre level. Le saviez-vous? Les célèbres musiques de 2001 l'Odyssée de l'espace n'auraient au départ pas dû être des morceaux de musique classique, mais bel et bien une bande complète originale composée pour l'occasion. En effet, c'est le compositeur Alex North qui était chargé d'écrire celle-ci. Sous la pression de Stanley Kubrick, celui-ci travailla sans relâche enfermé dans son appartement à l'écriture de son œuvre. Il en ressortit finalement au bout d'un mois entier sur une ambulance, avec 40 minutes de musique écrite en main. Mais il ne découvrit finalement qu'à l'avant-première que sa composition avait été rejetée, Kubrick ayant obtenu entre-temps les autorisations pour utiliser de la musique classique. On suppose d'ailleurs que celui-ci n'avait en fait jamais eu l'intention d'utiliser la musique d'Alex North, mais qu'il avait mis la pression sur celui-ci pour apaiser les studios en attendant qu'il obtienne les droits d'exploitation de son côté. Une personne très sympathique somme toute. La bande-son non utilisée a finalement été enregistrée et publiée séparément par la suite. On peut d'ailleurs aujourd'hui la trouver dans son intégralité sur YouTube. Le saviez-vous? La musique du jeu Tetris, l'une des plus connues de l'histoire du jeu vidéo, n'est pas une création originale. Elle provient en fait à la base d'un chant russe du 19e siècle, appelé Korobenniki. Merci. Son créateur, Alexei Leonidov Parishtov, au secours, s'étant en fait contenté de reprendre les éléments principaux de celle-ci. Comme quoi? Mais attendez! Tetris est une création russe dans laquelle on construit des murs. Mais en 1989, Nintendo a racheté les droits du jeu pour le distribuer avec sa Game Boy. Mais en 1989, c'était aussi la même année que...